Bonjour et bienvenue dans ce cours où je vais essayer de vous sensibiliser un peu à l'impact de la publicité sur les professionnels comme futurs pharmaciens, tout comme les médecins. Vous allez être soumis à beaucoup de sollicitations de la part de l'industrie pharmaceutique et cet enseignement a pour objectif de vous donner un certain nombre d'outils pour pouvoir gérer cela dans votre future vie professionnelle. En termes d'objectifs d'apprentissage, j'aimerais que vous soyez capable de pouvoir décrire l'ampleur de l'industrie, de l'investissement de l'industrie pharmaceutique dans la publicité, de pouvoir mentionner quelques exemples d'impact de la publicité sur le comportement des professionnels de la santé, et puis de pouvoir ensuite définir votre attitude personnelle comme professionnel de santé face à la collaboration que vous devez avoir avec l'industrie pharmaceutique dans votre environnement professionnel. Tout d'abord, le marketing, hein, il faut juste être conscient que même si le médicament a certaines règles particulières et qu'évidemment, nous, comme professionnels de santé, on considère que c'est une denrée qui n'est pas tout à fait équivalente à des voitures ou à des boissons sucrées, les règles néanmoins du marketing sont vraiment les mêmes et l'industrie va beaucoup investir dans la promotion de ses produits et donc il est important que nous, professionnels de santé, nous ne soyons pas naïfs face à cet investissement de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique se porte bien, l'industrie pharmaceutique fait du bénéfice, comme vous le voyez en bas à gauche, l'excédent commercial est de l'ordre de 6 milliards de dollars, donc c'est vraiment une industrie qui est rentable, c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de monde, comme vous le voyez également, et puis c'est une industrie qui investit beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, environ 10% du chiffre d'affaires est investi pour trouver des nouveaux médicaments, ce qui évidemment est absolument essentiel. Mais si l'industrie vend ses médicaments, c'est aussi parce elle investit de l'argent dans la promotion et on considère que c'est de l'ordre de 20% de son chiffre d'affaires qui va être investi dans les actions de promotion. Sur un marché du médicament qui, en 2013, il a augmenté depuis, était de l'ordre de 1000 milliards de dollars au niveau mondial, eh bien, l'investissement en promotion de l'industrie pharmaceutique est de l'ordre de 85 milliards de dollars. Donc, vous voyez que c'est vraiment faramineux. Et puis, à droite, la répartition de cet argent avec plus de la moitié qui est vraiment de payer des personnes, des visiteurs médicaux qui vont aller rencontrer les médecins, qui vont aller rencontrer les pharmaciens pour essayer de les convaincre de prescrire leurs médicaments. Également les échantillons et puis d'autres activités. Le DTC correspond à une activité direct to the consumer, donc directement auprès des patients, qui est autorisée en Suisse et en Europe pour les médicaments qui sont en vente libre et qui n'est pas autorisé en Europe, contrairement aux États-Unis, pour les médicaments de prescription. Ce tableau avec beaucoup de chiffres qu'il faut pas du tout retenir, hein, c'est juste pour illustrer l'ampleur de cet investissement. Si vous prenez les trois premières catégories, hein, c'est des chiffres qui datent un tout petit peu, mais c'est les classes thérapeutiques avec les plus grands chiffres d'affaires de vente. Vous voyez qu'on parle de 16, 13, 12 milliards de dollars annuels de revenus liés à la vente de ces médicaments. Et puis sur la deuxième colonne, vous voyez les dépenses en promotion qui, pour ces trois premiers médicaments, sont assez proches, voire dépassent 1 milliard de dollars par année pour les États-Unis. Donc c'est vraiment des sommes colossales et certains de ces médicaments, lorsqu'ils ont été mis sur le marché, ont eu des investissements en promotion qui sont tout à fait similaires à la promotion pour Pepsi ou pour Coca-Cola. Donc c'est vraiment pour vous montrer encore une fois hein, que le monde du médicament n'est pas très différent du monde d'autres produits lorsqu'il s'agit de mettre en place de la promotion avec, pour le médicament, une promotion qui est très fortement orientée sur les professionnels de santé. Et puis, ça c'est pour vous préparer au moment où vous allez devoir interagir avec des délégués médicaux qui vont venir vous visiter. Soyez juste conscients que même s'ils sont fort sympathiques, ils ont été formés. Leur métier, c'est la vente. Ils ont donc dans leurs études, comme vous pouvez avoir beaucoup de cours de pharmacologie, eux, ils vont avoir des enseignements, des entraînements sur la vente.
Et donc, ils vont utiliser un certain nombre de techniques pour favoriser la réalisation d'une vente. C'est exactement le cas d'un vendeur de voitures qui va juger un tout petit peu de l'état d'esprit de son client pour utiliser la meilleure stratégie pour l'amener gentiment à acheter la voiture. Eh bien, voilà un certain nombre de stratégies qui existent aussi du côté de l'industrie pharmaceutique, et c'est tout à fait normal, hein. L'industrie pharmaceutique a envie de vendre ses produits. C'est juste important que nous, comme professionnels, nous ne soyons pas naïfs vis-à-vis de ces méthodes. La réciprocité est très utilisée, alors de moins en moins. Vous allez voir que les règles ont fortement évolué ces 15 dernières années. Il fut une époque où voilà, on amadouait les professionnels de santé avec des cadeaux, des invitations, etc. Et puis ça, quand on vous offre un cadeau, mine de rien, il y a derrière la nécessité d'une réciprocité qui se met en place. Également des discours qui sont extrêmement bien rodés, qui par une série d'arguments tout à fait cohérents les uns avec les autres vont vous convaincre, parce qu'évidemment on va choisir les bons arguments, on va éviter les aspects plus négatifs du médicament, et donc on va construire un discours qui va être ensuite assez logique pour qu'on veuille utiliser ce médicament. La validation sociale, l'autorité, donc on va faire comparaison à des pairs, hein. Vous êtes médecin dermatologue, on vient vous présenter la dernière crème de je ne sais quelle compagnie, et on va vous dire que voilà, tous les dermatologues de Genève utilisent déjà ce médicament. En gros, on vous fait passer un peu pour le dernier imbécile qui n'utilise pas le médicament. Et puis l'autorité, pour rajouter encore une couche en disant, voyez, l'hôpital universitaire a mis notre médicament dans la liste. Vous savez qu'ils ont les meilleurs dermatologues du pays. Donc si eux utilisent notre produit, c'est vraiment qu'on a un très bon produit et vous devez l'utiliser. Et ça, c'est vraiment des techniques qui marchent assez bien. L'amitié, certaines personnes, pas toutes, certains délégués vont essayer de faire un peu copain-copain, de vous tutoyer dès que c'est possible après vous avoir emmené dans un congrès. Et c'est comme la réciprocité, l'amitié, c'est après plus compliqué de refuser un service lorsqu'il va vous appeler en vous disant voilà, je suis un peu embêté, j'ai un grand stock là, de ce produit, est-ce que tu pourrais m'aider, m'en prendre un peu plus que d'habitude. Lorsque la veille il vous a invité à manger au restaurant et puis que voilà, vous avez passé un moment sympa et que vous avez sympathisé, c'est évidemment plus compliqué de refuser le service qu'il va vous demander. Le manque, la pénurie est une technique qui par contre est peu utilisée, ou en tout cas peu utilisée volontairement. On a beaucoup de pénurie de médicaments, mais le manque, la pénurie, c'est vraiment de dire dépêchez-vous d'acheter cet excellent Bordeaux que l'on vend chez Denner, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et tout le monde se rue pour essayer d'avoir ce produit qui va disparaître. C'est typiquement aussi parfois sur Coca, hein, vous avez voilà une offre limitée d'un produit avec une action, et on va avoir un achat peut-être un peu compulsif parce qu'on a peur de rater l'action qui est proposée. C'est peu utilisé cette dernière technique par les visiteurs médicaux, comme vous vous en doutez, et comme c'est confirmé dans cette étude où là ils ont enregistré des visites médicales, et puis vous voyez que la réciprocité, la validation sociale, ce discours très cohérent, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé par les délégués médicaux. Alors moi j'aime bien cette étude et ces différentes techniques parce que moi aujourd'hui je m'en amuse un peu, et quand un délégué médical est en face de moi et me voilà, présente son produit, je repère un petit peu ces techniques, et une fois qu'on est conscient de l'utilisation de ces techniques, on est aussi mieux armé pour ne pas se laisser influencer lorsque ça ne devrait pas l'être. En termes d'attitude et pratique, vous dire que voilà, en tant que professionnel de santé, vous allez être pas mal confronté à l'industrie pharmaceutique. C'est normal, hein, c'est une collaboration, comme je l'ai déjà dit, qui est importante et qu'on doit valoriser. Vous allez avoir des visites en tête-à-tête, que vous soyez en hôpital, en officine. C'est probablement l'interaction principale que vous allez avoir. Il va y avoir des cadeaux, mais de moins en moins, je reviendrai là-dessus. On va peut-être vous inviter à aller manger à midi, des événements qui sont sponsorisés, vous allez aller dans des congrès dans lesquels l'industrie pharmaceutique a des stands, va vous offrir des cafés, va essayer de discuter avec vous. Et puis, plus vous allez devenir un expert, plus vous allez être sollicité pour donner des conseils, être un consultant, participer à différents groupes d'experts. Et là, évidemment, il faut vraiment
bien réfléchir, puisque là, vous allez recevoir une rémunération pour le travail que vous allez faire pour l'industrie. Et là, vous mettez un petit fil à votre patte auprès de cette industrie. Et donc, il faut évidemment réfléchir à deux fois avant d'accepter ce type de participation. Quelques études assez anciennes, mais que j'aime bien, qui montrent un peu l'attitude. Il y a beaucoup d'études sur les médecins, il y en a très peu sur les pharmaciens. Vous avez ici différents cadeaux, petits ou grands, assez banals comme des stylos, jusqu'à d'offrir des bagages, des valises. Je vois pas trop ce que ça fait là. Et puis en bleu foncé, vous avez le taux d'acceptation, ceux qui ont déjà accepté ou qui accepteraient sans problème ces cadeaux auprès de personnes qui trouvent que c'est approprié. Ça pose pas tellement de problème de se faire offrir des bagages, des stylos ou de se faire inviter à manger autour d'une conférence. Et puis en bleu clair, vous avez le pourcent de ceux qui ont ou auraient participé parmi ceux qui trouvent que ce n'est pas approprié de faire ou d'accepter ces cadeaux. Et vous voyez qu'en tout cas pour des cadeaux de peu d'importance, comme des stylos, comme un petit livret avec le guide des antibiotiques, bien, même si on trouve que c'est inapproprié, il y a beaucoup de monde qui accepte ce genre de cadeaux, peut-être simplement parce que parfois c'est plus compliqué de dire non aux délégués qui vous offrent un stylo que de le prendre et puis de le mettre dans un coin. Au même titre que voilà le lunch avec la conférence qui est sur le lieu de travail où tous les collègues vont, socialement c'est peut-être un peu difficile de ne pas y aller et les gens y vont même s'ils trouvent que c'est pas approprié. Donc voilà, même si on trouve que c'est pas approprié, ça veut pas dire qu'on va facilement pouvoir se détacher et refuser ces petits cadeaux qui sont offerts. Cette étude également, je l'aimais bien, elle a été fouiller les poches des médecins dans les blouses, et puis on voit qu'en gros, voilà, tous les médecins à cette époque avaient au moins un objet qui portait un marquage pharmaceutique, que ça soit un stylo, un petit livre de référence avec le sticker de l'entreprise ou voilà des outils de travail comme un stéthoscope, un marteau à réflexe, un compas pour lire les radios, etc. Et donc l'industrie pendant très longtemps a vraiment cherché à marquer le terrain, induire une espèce d'influence invisible, comme le font des grandes marques d'autres produits qui vont essayer voilà de vous offrir des objets promotionnels qui font simplement que vous avez après la marque sous les yeux et ça va vous influencer. Cette diapositive est très intéressante et je pense qu'elle est vraiment questionnante. Puisque ça, c'est même si les cadeaux ont peut-être diminué, ça, je pense que ça reste très valable. C'est la perception qu'ont les professionnels de santé de l'influence des délégués médicaux sur la prescription. On peut faire la même étude probablement auprès de pharmaciens. À gauche, c'est la perception que les gens ont de l'influence des délégués médicaux sur leur propre pratique. Et vous voyez que globalement, les gens pensent que ça n'influence pas leur propre pratique. Et puis, quand vous leur demandez s'ils pensent que ça influence les pratiques de leurs collègues, alors là, ils pensent que ça influence beaucoup plus la pratique de leurs collègues. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser que eux sont meilleurs que les autres, que eux sont capables de résister à cette influence, contrairement à leurs collègues. On peut bien évidemment postuler que tout ça est faux et que ça peut être assez dangereux de penser qu'on ne va pas être influencé. On doit rester attentif à ce qu'on accepte, on doit rester attentif à l'impact que ça peut avoir sur nos pratiques. Sur la visite médicale, cette étude ancienne était intéressante. Ils ont enregistré des visites de délégués médicaux chez des médecins. Vous voyez, un assez grand nombre. Alors, ce qui était intéressant là, c'est que c'est des médecins généralistes, hein, essentiellement, qui ont très peu de temps. Ils vont consacrer une période d'une visite médicale durant laquelle ils devraient recevoir un patient pour recevoir un délégué médical. Donc, ils sont assez pressés, ils n'ont pas trop de temps. Donc, vous voyez, 11 minutes, 3 produits présentés, avec le nom du fabricant, on va citer jusqu'à 13 fois, du médicament jusqu'à 18 fois. Donc, ça ressemble vraiment à du matraquage à haute vitesse. Et puis, si on regarde le contenu de ces visites, eh bien, une grande partie du temps, c'est-à-dire environ 80% du temps, est passé pour discuter des aspects positifs du médicament et extrêmement peu de temps
pour parler des effets indésirables, des contre-indications, des interactions, pour parler des effets négatifs du médicament. Et puis plus grave, puisque quand on parle des côtés positifs du médicament, les infos qui sont données sont en général justes. Et puis lorsqu'on parle du côté négatif du médicament, les informations peuvent être approximatives, voire fausses, où on utilise, disons, des éléments qui nous arrangent pour pas exactement présenter ces aspects négatifs de manière très objective. Et donc, ça veut dire que si vous partez du principe que vous allez faire de la formation continue sur les nouveaux médicaments en écoutant ce que les visiteurs médicaux vont vous dire, eh bien vous rendez bien compte par cette diapositive que vous aurez une vision biaisée du médicament et que c'est pas une source d'information qui est suffisante et que vous pouvez suivre. La recherche clinique, c'est extrêmement important puisqu'on va vous dire, puisque les visiteurs médicaux sont peut-être pas tout à fait fiables, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est lire des études qui sont dans la littérature, qui elles, puisqu'elles ont été revues par des reviewers, par les journaux, forcément ont un contenu qui n'est pas biaisé. Alors c'est vrai, sauf que il y a quand même un peu de méfiance à avoir dans ce domaine, puisque on va pouvoir influencer ce qui est publié. Vous avez ici deux exemples d'entreprises qui ont un peu influencé la publication des médicaments. Pfizer sur la sertraline juste avant les années 2000, où ils ont vraiment matraqué, ils ont eux-mêmes été à l'origine d'un très grand nombre de publications, donc ils ont multiplié ce qui était disponible dans la littérature. Et puis l'exemple de Merck avec le Vioxx, qui est un médicament qui a ensuite été retiré du marché en raison d'effets indésirables graves, où là ils ont vraiment fait du ghostwriting, ça veut dire qu'ils ont écrit des articles pour des scientifiques qui ont mis leur nom, et vous avez des scientifiques de renom, vous lisez leur article, vous dites si lui il dit ça, il a fait cette étude, ça m'a l'air bien, et vous n'avez pas l'information que derrière c'est Merck qui a fait l'étude, qui a rédigé le papier sans que Merck apparaisse. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez malhonnête qui, je l'espère, n'arriverait plus aujourd'hui. Et puis, on peut aussi choisir de publier ou de ne pas publier une étude. Et ici, cet exemple avec les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, où sur 74 essais cliniques, il y en a un peu plus de favorables que de défavorables, mais il y a quand même pas mal d'études qui montrent que ces médicaments ne sont pas forcément très utiles, voire qu'ils peuvent être néfastes. Et on voit qu'il y a un vrai biais de publication avec quasiment la totalité des études favorables qui sont publiées, et puis extrêmement peu d'études défavorables qui sont publiées. Et ça, c'est aussi un problème des journaux scientifiques qui sont pas forcément intéressés à publier une étude clinique qui montre qu'un médicament n'a pas d'effet ou a des effets négatifs. Ils préfèrent nettement publier des études qui sont favorables. Donc derrière ça, c'est pas seulement la responsabilité de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des journaux scientifiques. Et ça, c'est très questionnant. Et ça veut dire qu'on doit toujours avoir un regard critique, même quand on va lire dans les meilleurs journaux. On doit quand même se poser la question et essayer d'avoir une vision un peu large de la littérature sur un sujet. Alors voilà un petit peu la situation, les moyens d'influence, les comportements des professionnels. Maintenant, est-ce que vraiment tout ça a de l'impact, hein? On a vu que certains professionnels pensent en tout cas que ça n'influence pas leur pratique. Alors qu'en est-il exactement ? Pour ceci, je vais vous présenter une revue de la littérature qui est assez ancienne, encore une fois. Il y a eu une période là où il y a eu beaucoup d'études, qui a vraiment revu toutes les publications qui traitaient des interactions entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Et puis, voilà un petit peu les principaux résultats qu'on peut tirer de ces études. Donc les principaux constats, simplement là, c'est des faits qui sont tirés de cette revue de la littérature. Hein. La plupart des médecins pensent que les cadeaux n'influencent pas leur pratique, encore une fois. Et en plus ils reçoivent de cadeaux, moins ils pensent que ça va influencer leur prescription. Néanmoins, à l'inverse, plus les médecins avaient un contact fréquent avec les délégués médicaux, plus ils allaient demander à la commission des médicaments de l'hôpital de mettre à disposition les médicaments de ces firmes pharmaceutiques dans le formulaire, dans la liste des médicaments de l'hôpital.
la même manière, plus les gens recevaient de cadeaux, de repas, allaient dans des congrès avec un financement d'industrie pharmaceutique, plus ils demandaient l'introduction des médicaments de ces firmes dans la liste des médicaments. Donc là, on voit clairement au milieu hospitalier, en l'occurrence, un lien entre contact, cadeau et demande d'introduction des médicaments dans la liste. En milieu ambulatoire, plus il y avait une exposition au discours des délégués médicaux, donc plus le contact avec les délégués médicaux était fréquent, moins les gens étaient capables d'avoir un esprit critique vis-à-vis des informations qu'ils recevaient sur les médicaments. Comme si ce contact avec l'industrie pharmaceutique gommait l'esprit critique, avait un effet un peu amnésiant sur les aspects scientifiques et la manière dont un médecin, un pharmacien doit prendre en considération les informations scientifiques. Le financement de la formation augmentait la probabilité de prescrire les produits du sponsor, donc le fait d'aller dans un congrès, d'être financé par un sponsor influence la prescription. Et puis finalement donc un lien entre les contacts avec les délégués médicaux, les coûts de prescription, et puis une adoption plus rapide des nouveaux médicaments en général coûteux extrêmement promus et une prescription de générique plus faible. Ça, c'est des anciennes études. Donc on pourrait se dire, bon, les choses ont beaucoup changé. Je vous montrerai un petit peu plus tard quelques études très récentes qui montrent des résultats tout à fait similaires au jour d'aujourd'hui. Les échantillons, je vous ai montré tout à l'heure que ça faisait partie de la palette du marketing pharmaceutique, hein, ce qui n'est pas toujours perçu de cette manière-là. Hein. L'échantillon est souvent perçu comme quelque chose qui rend service, c'est bien sympa. C'est pas perçu toujours par les professionnels de santé comme un élément de marketing, et pourtant, c'est un élément de marketing extrêmement puissant. C'est comme quand vous allez à l'Arena à un concert et que Zweifel vous distribue à l'entrée un échantillon des dernières chips qu'ils ont créées. Vous allez les manger. Si vous les trouvez bonnes, vous allez les acheter le lendemain à la Migros. C'est un peu la même chose avec les échantillons. Si vous en avez, vous allez essayer. Et si ça marche, vous allez probablement adopter ce médicament. Technique vraiment comparable avec d'autres biens de consommation que les médicaments. Cette étude, elle est intéressante. Hein, c'était sur le traitement de l'hypertension. On demande aux médecins, voilà, pour vous, le traitement de l'hypertension, vous découvrez une hypertension essentielle chez un patient. Quel est le traitement que vous allez instaurer en premier lieu? Quasiment tous les médecins vous disent diurétique, bêta-bloquant comme thérapie initiale, ce qui, à l'époque de l'étude, étaient vraiment les médicaments recommandés. Maintenant, s'il y a des échantillons qui sont disponibles dans leur cabinet, presque tous les médecins de nouveau vont utiliser ces échantillons, même si la classe thérapeutique n'est pas un diurétique ou un bêta-bloquant. C'est-à-dire qu'ils vont dévier de leurs guidelines et de leurs bonnes pratiques simplement parce qu'il y a des échantillons et que ça rend bien service et que du coup on va essayer ça. Et évidemment, si le patient prend cette haute classe thérapeutique, que sa tension est équilibrée, qu'il supporte bien le médicament, quelle serait la raison de changer ensuite une fois qu'il n'y a plus d'échantillons? Donc dans la grande majorité des cas, ensuite on va poursuivre le traitement avec le médicament qui a été débuté sous forme d'échantillon, CQFD. Donc dans le domaine du médicament, évidemment, ça marche aussi. Symposium de travail, alors ça, je vais vous faire un tout petit peu rêver, mais là, on est vraiment il y a très longtemps. Tout ça, aujourd'hui, a été complètement interdit, et à juste titre, mais j'ai laissé cette diapositive juste pour vous montrer l'influence, encore une fois, de certaines activités sur le comportement des professionnels de santé. Vous voyez, il fut une époque dorée où il était permis de se faire inviter dans des endroits luxueux avec 3 jours dans un bel hôtel au bord de la mer et peut-être une partie scientifique de 2 heures sur ces 3 jours et puis le reste, chacun faisait ce qu'il voulait. Avec des gens voilà qui pensent que d'aller dans un hôtel luxueux des Caraïbes pendant 3 jours payé par une firme pharmaceutique, de passer 3 jours avec les délégués de cette firme pharmaceutique n'influence pas leur prescription. Et puis évidemment c'est faux puisque après ces voyages, eh bien on observe clairement une augmentation de la prescription des produits promus par cette firme. Ici, sur cette même étude, un schéma que je trouve assez intéressant avec l'introduction d'un nouveau médicament.
La ligne en vert, c'est des institutions de comparaison, des personnes qui n'ont pas profité de ce voyage. Vous voyez qu'il y a une petite augmentation de la prescription qui est liée probablement au fait qu'il y a des études intéressantes, que peut-être c'est un bon médicament, mais voilà, l'augmentation est raisonnable, on va dire. Les barres en blanc, c'est l'évolution de la prescription auprès des personnes qui sont allées à ce symposium de travail dans un hôtel luxueux de la côte ouest, où le médicament faisait l'objet d'une promotion. Alors vous voyez qu'il y a au point 2 l'arrivée des invitations pour le voyage, et rien que ça, hop, ça fait monter la prescription. Sympa, ils nous invitent, super, on va prescrire un peu leurs médicaments, de manière inconsciente probablement. Ensuite, le point 3 baisse la prescription parce que c'est le moment où les gens sont pas à leur cabinet mais sont dans cet hôtel en train de suivre cette formation entre guillemets. Et puis au point 4, c'est le retour après ce magnifique séjour ensoleillé et fort sympathique où les médecins se mettent à prescrire de manière très importante le médicament. Donc encore une fois, CQFD, on a vraiment ici une démonstration assez claire de l'impact de ce type d'activité et on comprend bien pourquoi ces activités, même si elles sont fort sympathiques du point de vue social, eh bien, ont été totalement interdites au jour d'aujourd'hui. Quelques études récentes pour terminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui démontrent exactement les mêmes tendances. Donc ça c'est la France 2016. La France a introduit à cette époque une obligation de transparence. Donc tous les cadeaux à partir de 10 € doivent être déclarés dans un système national. Et donc, si vous allez dans ce système, vous pouvez taper le nom d'un collègue médecin ou pharmacien français et vous allez voir exactement tous les cadeaux qu'il a reçus d'une valeur supérieure à 10 €. Ils ont comparé ça avec les médicaments facturés à la caisse maladie et puis du coup, ils ont pu faire une corrélation entre les cadeaux reçus et puis la prescription. Et vous voyez là que à peu près sur tous les indicateurs, en haut à gauche, donc le montant facturé aux caisses maladie augmente plus on reçoit de cadeaux. Des prescriptions inappropriées d'antibiotiques ou de benzodiazépines augmentent aussi chez ceux qui reçoivent beaucoup de cadeaux. Et puis en bas, eh bien, on a une tendance à la réduction de la prescription des génériques lorsqu'on reçoit beaucoup de cadeaux. Donc encore un lien clair entre cadeaux, même s'il y a beaucoup moins de cadeaux faramineux qu'auparavant, et la prescription en France en 2016. Une autre étude qui montre l'impact des repas. Alors ça aussi, souvent les gens disent oui, enfin bon, voilà, je vais manger une pizza avec un délégué médical, je vois pas en quoi ça influencerait ma prescription. Ici, sur 4 classes thérapeutiques, chaque graphique correspond à une classe thérapeutique. Si je me concentre par exemple en bas à gauche, les 4 donnent le même message. C'est l'olmesartan qui est un des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est le taux de prescription de ce médicament parmi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion en fonction du nombre de fois que le médecin est allé manger avec un délégué du fabricant d'olmesartan. Et on voit que plus on va manger, c'est quasiment linéaire, plus on va prescrire ce médicament dans cette classe thérapeutique. Donc de nouveau, CQFD, et de nouveau quelque chose qui apparaît pour la plupart des gens comme n'ayant pas d'influence sur les pratiques, eh bien, ça a bel et bien une influence sur les pratiques. Et ça, c'est une étude aussi assez récente dans les conditions actuelles, je dirais, des relations entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé. En Suisse, pas vraiment d'études. Par contre, on va le voir juste après, on a introduit aussi une transparence un tout petit peu différente de celle de la France. Mais voilà, ça nous permet de savoir que en 2017, eh bien, les pharmas ont versé 12,5 millions d'argent aux médecins pour des prestations. C'est pas des cadeaux, c'est pas des dons, mais c'est pour des prestations que les médecins ont fait pour l'industrie pharmaceutique, pour soutenir des actions de formation continue comme des déplacements à des congrès, pour soutenir des projets de recherche. Donc c'est pas forcément de l'argent que les médecins ont encaissé dans leur poche, mais ça leur a servi à faire avancer leurs projets de recherche, par exemple. Donc 12,5 millions, voilà, c'est quand même un montant relativement important.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet aspect de démonstration, hein, de l'influence, de l'importance du marketing pharmaceutique? C'est que ça a un impact sur le comportement. Je crois qu'il faut arrêter de penser que ça n'en a pas. Et donc, voilà, si on accepte un certain nombre de choses, il faut quand même se dire que même si on est très fort, on pense qu'on va jamais être influencé, eh bien potentiellement, ça peut nous influencer. Se rappeler que l'industrie, elle est mieux armée que nous, que voilà, les gens qu'on a en face de nous, bah, c'est leur métier, le marketing. Donc, il faut éviter d'être naïf aussi dans les documents qu'on va recevoir. Il y a un certain nombre de documents qui peuvent être intéressants, qui ont des informations scientifiques. Il y a vraiment des documents d'ordre de publicité qu'il faut vraiment filtrer, parce que là, il y a quand même des biais extrêmement importants. Et puis, il faut lutter contre la publicité abusive. Si vous détectez une publicité sur les médicaments qui vous paraît contenir des informations qui ne sont pas adéquates, eh bien, il faut signaler ça à Swissmedic, puisque la plupart des publicités ne font pas l'objet d'un contrôle préalable. Donc, c'est aussi notre responsabilité de professionnels de santé que de dénoncer des publicités qui seraient abusives. Il y en a très peu, je dois dire, qui sont vraiment abusives, puisqu'il y a une espèce d'autocontrôle entre les firmes qui permet quand même d'avoir ça à peu près sous contrôle. Par contre, évidemment, on va jamais vous mettre toutes les informations, et en particulier pas celles qui pourraient être défavorables au produit. Alors, pour terminer, quelle attitude adopter, hein, quel conseil puis-je vous donner, quelles sont les règles qui existent chez nous en Suisse, qui doit décider de ces règles? Eh bien, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont dans la législation, notamment la législation fédérale. Il y a des associations professionnelles, soit de professionnels de santé, soit de l'industrie pharmaceutique, qui vont aussi éditer un certain nombre de règles. Il y a les institutions. Si vous travaillez dans un hôpital, eh bien l'hôpital peut décider d'un certain nombre de règles. Si vous travaillez dans un cabinet de médecins, dans une grande chaîne de pharmacie, eh bien il peut y avoir des règles qui sont décidées par ces institutions. Et puis, au niveau individuel, on a aussi un certain nombre de règles qu'on doit se fixer. Au niveau légal, le grand changement en 2020, c'est l'introduction d'une ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, qui met des règles assez claires, avec d'une part la transparence, donc vraiment que tous les cadeaux, les avantages, c'est pas forcément des cadeaux, hein, ça peut être des soutiens à la recherche ou à la formation, doivent être déclarés. En l'occurrence, tous les montants doivent être déclarés sur les sites des firmes pharmaceutiques. On a le droit de recevoir des petits cadeaux, d'aller manger avec un délégué médical. Ces cadeaux doivent avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie. Hein, donc de vous offrir un cadeau pour aller voir un spectacle, ça n'est pas autorisé. Par contre, de vous offrir peut-être un livre de pharmacologie, ça on peut estimer que ça peut être autorisé si la valeur est modeste, c'est-à-dire inférieure à 300 francs par an et par firme pharmaceutique. Et puis après, les dons destinés à la recherche, la formation sont autorisés pour autant que certains critères soient remplis, et ils doivent être déclarés de manière transparente. Et puis si on travaille pour l'industrie pharmaceutique, si on fournit une expertise, eh bien là, on peut recevoir une compensation financière, mais évidemment, elle doit être proportionnée par rapport au travail que l'on a fait. L'industrie pharmaceutique a publié depuis 2016 des recommandations assez strictes. C'est ces recommandations qui ont fait que quasiment tous les cadeaux aujourd'hui, jusqu'au stylo, ont disparu. Ce qui est très bien. Et puis on a introduit une transparence. Donc tous les soutiens qui vont être apportés par l'industrie pharmaceutique doivent faire l'objet d'une déclaration. Contrairement à la France, on n'a pas mis en place en Suisse un site centralisé national pour toutes ces déclarations, mais c'est chaque firme pharmaceutique qui doit le faire sur son site internet. Mais vous pourrez retrouver sur les sites des firmes tous ces soutiens qui sont faits aux professionnels de santé. C'est à partir de ces sites que ce chiffre de 12,5 millions que j'évoquais précédemment a été recensé. Au niveau des institutions, nous avons par exemple dans nos hôpitaux HUG et CHUV une charte des fournisseurs. Donc nous demandons
à l'industrie pharmaceutique de respecter un certain nombre de règles lorsqu'ils sont chez nous. C'est quand même comme ça que c'est le cas. Notamment, nous n'autorisons pas qu'ils aient accès aux locaux de soins. On ne veut pas qu'ils aient dans les zones où il y a des patients pour respecter l'intimité, la confidentialité des patients et de leur traitement. Ils ont droit de rencontrer des médecins, des pharmaciens sur rendez-vous. On aimerait qu'ils soient identifiés au moyen d'un badge. On aimerait qu'ils aient la formation suffisante pour que l'on ait des informations d'une qualité scientifique adéquate. Et puis, on refuse tout cadeau, collation et tout échantillon. Donc, les échantillons ne sont pas autorisés au sein des HUG. Vous avez bien compris, je vous ai montré tout à l'heure l'influence qu'ils pouvaient avoir. Donc, on n'aimerait pas avoir des introductions de nouveaux médicaments un petit peu sauvages par la distribution d'échantillons directement aux médecins sans que ça passe d'abord par une réflexion et une analyse scientifique au sein de la commission des médicaments. Certains groupes médicaux, ici c'est un exemple aux États-Unis, ont décidé par eux-mêmes de restreindre le contact entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Donc là, c'est un groupe de médecins qui a décidé qu'il y aurait plus de rendez-vous avec les délégués médicaux, qu'ils n'accepteraient plus de matériel promotionnel, plus d'échantillons, et puis que les médecins qui souhaiteraient quand même rencontrer l'industrie pharmaceutique, le feraient en dehors des heures de consultation, et ça évidemment ça motive pas forcément les gens à le faire. Le résultat, alors sur ce tableau qui est un petit peu compliqué, mais juste voir quelques chiffres. Ici, vous avez le nombre d'interactions entre les médecins et les délégués médicaux par mois. Donc, avant la mise en place de cette restriction, c'était environ 16 rendez-vous dans l'agenda, plus 12 rendez-vous un peu improvisés parce qu'on croise le délégué dans le couloir pour chaque médecin, pour chaque mois. Vous voyez que c'est quand même énorme. Et puis, on est passé à 0 après la mise en place de ces règles. Ça a eu un impact très important sur les échantillons disponibles dans le cabinet médical. Donc, il y avait une espèce d'armoire avec tous les échantillons et ça réduit déjà de manière drastique durant cette phase. Et puis, encore plus intéressant, en termes de nombre de prescriptions, donc le nombre de prescriptions par patient a diminué environ d'un facteur 2. Et puis, la prescription des génériques, elle, a doublé. Donc on voit vraiment un lien direct entre l'interdiction, la restriction du contact entre les médecins et l'industrie pharmaceutique et la prescription en termes quantitatifs et en termes d'augmentation de la prescription des génériques. Et puis finalement, les mesures individuelles, vous êtes seul, c'est vous qui allez les décider pour vous-même. Vous avez bien sûr l'obligation de respecter les recommandations légales, professionnelles, SL de l'institution dans laquelle vous travaillez. Puis ensuite, vous devez construire les règles de conduite personnelles, être cohérent, avoir la conscience tranquille. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'accepter un cadeau de l'industrie pharmautique, accepter d'aller manger au restaurant et puis surtout espérer que personne ne le saura. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de jauger si vous êtes à l'aise avec un cadeau que vous acceptez ou pas. Comme pharmacien, vous allez avoir beaucoup de contacts avec les délégués médicaux. La question des échantillons sera également un sujet. Les cadeaux, mais on le voit beaucoup moins, peu de cadeaux, en lien avec la pratique de la pharmacie, mais enfin quand même, ça sera un élément important. Il va y avoir des formations continues sponsorisées. Vous allez aller dans des congrès avec des stands de l'industrie pharmaceutique. On va peut-être vous inviter à des manifestations de formation continue qui vous intéressent, pour lesquels vous n'avez pas forcément de financement pour aller. Donc, c'est évidemment tentant d'accepter ces invitations et ça sera questionnant pour vous. Et puis, vous allez recevoir beaucoup d'informations, de publicités, de documents distribués par l'industrie pharmaceutique que vous allez devoir lire avec beaucoup d'esprit critique ou peut-être directement mettre à la poubelle. Donc, en conclusion de tout ça, c'est que vous n'allez pas échapper à une relation avec l'industrie pharmaceutique et il ne faut pas vouloir y échapper. Je pense que c'est normal. On est dans un monde où on doit interagir avec l'industrie pharmaceutique. Vous n'allez pas échapper à des conflits d'intérêts, d'avoir accepté un cadeau, d'avoir accepté de donner une expertise et de faire en sorte que vous ne perdiez pas de vue l'intérêt premier qui est le soin des patients,
qui doivent recevoir le meilleur traitement possible, même si vous avez des interactions avec l'industrie pharmaceutique. Il va falloir fixer votre limite de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, garder votre indépendance. Et puis, on est dans un monde de la transparence, donc il faudra assumer ce que vous acceptez, puisque ça va être disponible de manière tout à fait publique. Et ça, c'est un bon moyen quand même de se poser la question, est-ce que j'ai envie que les autres sachent que j'ai accepté telle ou telle activité, tel ou tel cadeau. Cette notion de transparence, pour ça, elle est assez intéressante. Et je crois que ça, c'est vraiment quand même le meilleur moyen pour vous de juger de ce que vous acceptez ou pas, de ce pourquoi vous êtes à l'aise. Posez-vous toujours la question si vous seriez d'accord de dire à un collègue ou au patient que vous avez accepté telle collaboration avec l'industrie, tel soutien de l'industrie pharmaceutique. Si vous êtes à l'aise, vous êtes au bon endroit par rapport à votre curseur. Si vous avez vraiment pas envie que ça se sache, c'est quelque chose que vous auriez dû refuser ou que vous devez refuser si vous n'avez pas encore accepté. Ça, je crois que c'est un bon moyen quand même de se positionner personnellement par rapport à sa relation avec l'industrie pharmaceutique. Et puis je terminerai avec ça, cette vieille publicité sur l'aspirine, juste pour dire que voilà, la promotion, le marketing, on va quand même vous raconter des choses qui sont pas toujours tout à fait exactes. Donc, ayez un esprit critique. Vous voyez, à cette époque, on disait l'aspirine Bayer ne fatigue pas l'estomac. Bon, on sait bien aujourd'hui que l'aspirine, ça troue l'estomac, et donc que cette publicité ne correspond clairement pas à la réalité de ce que ce produit peut apporter. Voilà, j'espère que cet enseignement aura permis de vous sensibiliser à ces aspects de marketing. Pour moi, c'est vraiment un enseignement qui vise à vous préparer à votre future carrière de pharmacien. Ayez un esprit critique. Sachez que il y a une influence de l'industrie pharmaceutique sur les pratiques. Et puis voilà, on doit avoir une relation avec l'industrie, mais elle doit être maîtrisée par vous-même. N'oubliez jamais que c'est vous qui pouvez accepter ou refuser de voir un délégué médical, d'accepter un cadeau ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison qu'on vous impose quelque chose. Et donc, ayez pas le couteau par le manche parce qu'on n'est pas en train de se battre, mais ayez en tout cas vous, de votre côté, la décision de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez pas faire.